Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation, professeur Kabali, professeur El-Kabaj, professeur Bahaya, pour modérer cette session. Je suis très contente d'être ici. Et donc, effectivement, je vais vous parler d'hypertension artérielle secondaire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Donc, en fait, ce qu'on sait actuellement, c'est que l'hypertension artérielle est un problème de santé publique majeur dans tous les pays. En France, on estime qu'il y a 30% de la population qui est hypertendue et que actuellement en France, on dit le contrôle tensionnel, il est de 25%. J'ai regardé des données au Maroc, j'ai trouvé des données de l'OMS de 2023 qui dit que la prévalence au Maroc, elle est aussi de 30%. Qu'il y a 45% des patients qui sont diagnostiqués, donc il y a probablement un patient sur deux hypertendu qui ne l'est pas. On a les mêmes données en France, qu'il y a 30% des patients traités et que le pourcentage de patients contrôlés, si on prend tout ça au Maroc, actuellement, il est de 10%. Donc c'est des données récentes, c'est des données de 2023. Et donc effectivement, du coup, on se retrouve, vous et nous, dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a une maladie fréquente, on a une maladie qu'on sait diagnostiquer et pour autant, on ne la diagnostique pas assez, on ne traite pas assez les patients et de fait, on ne les contrôle pas assez. Dans ce contexte-là, l'hypertension artérielle secondaire a de l'importance. Pourquoi ? Parce que si on pose un diagnostic d'hypertension artérielle secondaire, alors ça va nous permettre d'orienter nos traitements, de mieux traiter les patients en leur donnant des traitements adaptés. Et puis ça va également nous permettre de guérir certains patients, ce qui bien sûr est intéressant, surtout chez les jeunes patients. Alors, quelle est la prévalence de l'hypertension artérielle secondaire ? En fait, on ne la connaît pas très bien. Il n'y a pas d'études qui ont pris tous les patients hypertendus tout venant et qui ont regardé de façon systématique chez tous les patients quelle était la prévalence. On avait des données initiales où on disait c'est probablement très rare, c'est moins de 5%, et puis maintenant on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus fréquent que ça. Nous, on a repris des données chez les jeunes, chez des patients de moins de 40 ans, et on a trouvé que chez les moins de 40 ans, il y en a 30% qui ont une hypertension artérielle secondaire. Le problème de ces données de prévalence, en fait, c'est qu'est-ce qu'on appelle une cause d'hypertension artérielle, qu'est-ce qu'on rentre dans ces hypertensions artérielles secondaires. Et l'une des grosses questions, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Si on rentre le syndrome d'apnée du sommeil dans l'hypertension artérielle secondaire, évidemment, ça augmente considérablement la prévalence d'hypertension artérielle secondaire, puisque l'apnée du sommeil, c'est très fréquent. Si on ne la rentre pas, ça reste quand même probablement plus rare. Maintenant, on pense qu'en fait, on est plutôt autour de 20% dans la population générale qui a une hypertension artérielle secondaire. Alors, ça pose la question du coup de quand est-ce qu'on doit rechercher une hypertension artérielle secondaire et chez qui. Il y a différentes données de différentes sociétés savantes. Finalement, la grande question du moment, et ça a notamment été mis en avant par les recommandations ESC 2024 des cardiologues, c'est est-ce qu'il faut rechercher l'hypertension artérielle secondaire et notamment l'hyperaldostéronisme primaire chez tous les patients qui ont une hypertension artérielle. Donc est-ce qu'on recherche l'hypertension artérielle secondaire chez tout le monde ou est-ce qu'on se concentre sur certains patients? Très sincèrement, c'est un débat qui n'est pas encore tranché. Nous, on pense que c'est quand même un peu compliqué d'aller rechercher des hypertensions artérielles secondaires et que l'objectif actuel, c'est peut-être plus de le rechercher chez des gens qui vont avoir un bénéfice important. Pourquoi un bénéfice important ? Parce qu'ils ont une forme d'hypertension artérielle qui est sévère. Donc dans ces hypertensions artérielles sévères, on va avoir tous les patients qui ont des hypertensions artérielles malignes, qui ont des hypertensions artérielles grade 3, qui vont brutalement aggraver leur pression artérielle, des patients qu'on connaît depuis des années, qui étaient stables, et puis à un moment, on ne sait pas très bien pourquoi, ça s'emballe. Ça vaut le coup de vérifier les patients qui ont des hypertensions artérielles résistantes. Chez les jeunes, on a envie de le rechercher parce que si on peut les guérir, évidemment, ça vaut le coup. Je ne vous parle pas des femmes qui, quand elles vont avoir un désir de grossesse, on a des données qui montrent que, par exemple, les femmes avec des hyperaldostéronismes primaires ou des dysplasies fibromusculaires, il y a beaucoup plus de complications materno et fétales avec des morts fétales in utero quand on a encore l'hyperaldo primaire ou quand on a encore la dysplasie que quand elles ont été prises en charge avant. Donc chez les femmes en âge de procréer avant désir de grossesse, c'est sûr. Et puis, quand on a une atteinte importante des organes cibles, l'exemple classique typique dans le monde de l'hypertension artérielle, c'est ces patients qui ont entre 40 et 50 ans, qui ont une hypertension artérielle et rien d'autre et qui font un AVC. Et donc, chez ces gens-là, c'est vrai qu'on a envie de se dire, il faut vérifier s'il n'y a pas une cause. Pourquoi est-ce que ce patient qui a une hypertension qui n'était pas si sévère, parfois même elle est découverte au moment de l'AVC, ils ont fait une complication aussi grave. Et puis, quand on a des symptômes qui nous orientent, qu'est-ce qu'on va rentrer dans ces symptômes qui nous orientent ? L'hypokaliémie, évidemment. Quand on a des signes cliniques de Cushing, quand on a du coup des signes cliniques d'atteinte génétique de phéochromosome, par exemple la neurofibromatose, donc quand cliniquement on va s'orienter.
Alors, est-ce qu'on recherche tout chez tout le monde? En fait, c'est pas bien établi, mais on a quand même des notions de cause qui vont différer un petit peu en fonction des âges. Donc, il y a les maladies génétiques et il y a les mid-aortic syndrome ou les coarctations de l'aorte qu'on va retrouver quand même surtout chez les jeunes, on va dire globalement chez les moins de 20 ans. La maladie rénale, ça peut survenir à n'importe quel âge. Je ne vais pas l'aborder là, j'aurais bien trop peur de vous dire de grosses bêtises dans un parterre de néphrologues, donc du coup, je ne vais pas parler de toutes les pathologies rénales qui peuvent donner de l'hypertension artérielle et vice-versa. Dans les atteintes rénovasculaires, la dysplasie, ça va être plutôt chez les femmes jeunes, et puis la sténose athéromateuse, ça va être plutôt chez les patients plus âgés, donc on va dire à partir de 50 ans à peu près. Et puis dans les formes endocrines, on va avoir du coup l'hypercortisolisme, on va avoir l'hyperaldostéronisme primaire qui vont toucher des adultes. Il y a très peu de formes pédiatriques, et puis on va dire entre globalement 30 et 60 ans. Alors finalement, quand on n'a pas de point d'orientation et qu'on a cette hypertension artérielle, les questions qu'on va se poser, ça va être de rechercher une cause rénovasculaire. Et dans ces causes rénovasculaires, on va avoir la maladie rénale et puis on va avoir les sténoses artérielles rénales. De rechercher une cause endocrine. Dans les causes endocrines, on a les phéochromocytomes, les hypercortisolismes et les hyperaldostéronismes primaires. On va se poser la question de l'acromégalie, mais finalement, ça va être que si on a des signes cliniques qu'on va le rechercher, donc je ne vais pas en parler ici. Et puis le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, est-ce que c'est une cause d'hypertension artérielle ou pas? En fait, c'est un débat qui existe depuis des années. Pourquoi? Parce que globalement, on estime que pour définir la cause, ça veut dire que on va avoir si on traite le syndrome d'apnée du sommeil, on a une baisse de pression artérielle. On traite la cause, on doit faire baisser la pression artérielle si on estime que c'est une cause d'hypertension. Et en fait, dans les premières études, ce qui avait été montré, c'est que quand on appareillait les patients et qu'on leur mettait une pression positive pour l'apnée du sommeil, dans les grosses méta-analyses, on ne baissait pas la pression artérielle, on gagnait 1 mm, 2 mm, pas grand-chose, et c'était non significatif. Les données changent un petit peu maintenant parce que dans les études actuelles, on regarde la durée d'utilisation de la machine d'apnée du sommeil et quand on rentre ce paramètre-là, souvent, on se rend compte que finalement, il y a quand même des patients hypertendus sévères auxquels on met un appareil de pression positive, on leur met une CPAP et qui arrivent à utiliser l'appareil et ceux-là, ils ont un vrai bénéfice de la CPAP. Et donc, du coup, les données changent un peu sur est-ce que c'est une cause d'hypertension artérielle ou pas. Entre parenthèses, en routine clinique, c'est totalement superflu de se poser cette question. Les patients qui ont une hypertension artérielle sévère ont très fréquemment un syndrome d'apnée du sommeil. Finalement, que ce soit une cause ou pas une cause, on le recherche et c'est tout. Il y a un bénéfice pour nos patients, il y a un bénéfice ne serait-ce que sur leur qualité de vie pour certains patients. Et donc, du coup, en routine clinique, ça ne change pas grand-chose qu'on appelle ça une cause ou qu'on n'appelle pas ça une cause. Les formes génétiques, je ne vais pas toutes les passer. Les choses importantes qu'il faut retenir, c'est que ça reste des maladies très, très, très rares et qu'on va se poser la question chez les jeunes, quand il y a des familles entières d'hypertendus. Des familles entières d'hypertendus, on en a tous dans nos patients. Mais ce qui est spécifique chez ces patients-là, c'est que c'est jeune. C'est des patients qui disent « dans ma famille, tout le monde a été hypertendu à 20 ans ». Ah ben là, effectivement, on va un peu plus se poser la question. Et puis, effectivement, souvent, ils ont un profil rénine-aldostérone un peu particulier parce qu'ils vont avoir des rénines basses, des aldostérones basses, parce qu'ils vont avoir des taux de potassium très élevés, comme par exemple dans le syndrome de Gordon. Donc, on va avoir des éléments en fait, biologiques qui vont un peu nous dire « tiens, cette histoire-là est bizarre ». Et puis, ça vaut le coup de le diagnostiquer. On ne va pas les guérir, c'est des maladies génétiques, mais par contre, on va orienter nos thérapeutiques et ça, c'est intéressant. Les substances pressives, on va quand même se poser la question, surtout avant de se lancer dans un process de recherche d'hypertension artérielle secondaire, on va avoir envie de vérifier. Donc, les médicaments, les plus classiques étant les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, la contraception œstroprogestative chez la femme. Et puis, il y a d'autres molécules pour lesquelles on va vouloir vérifier, les antidépresseurs, bien sûr plein de drogues. Et puis maintenant, on fait un petit peu attention à tout ce qui est herbe, à tout ce qui est suppléments et compléments alimentaires. On en parlait tout à l'heure. Il y a des choses que les patients prennent sans nous le dire, qu'ils n'achètent pas en pharmacie. Et donc, ça vaut le coup de poser la question. La réglisse, finalement, on n'en a plus tant que ça, des patients qui prennent de la réglisse, mais du ginseng, etc., on en a quand même pas mal. Alors, pour l'hypertension artérielle rénovasculaire, dans la grande majorité des cas, la question qu'on se pose, c'est la sténose athéromateuse des artères rénales.
La sténose athéromateuse des artères rénales, on estime que c'est environ 5% des hypertensions artérielles. C'est des patients polyvasculaires, c'est des patients qui ont un profil vasculaire. Et finalement, pour poser un diagnostic, on fera soit un Doppler, soit un scanner. Et le plus important dans la prise en charge de ces patients, ça va être la prise en charge globale cardiovasculaire, c'est-à-dire de leur donner une statine, c'est-à-dire de leur donner un IEC ou un ARA2, de leur donner un antiagrégant plaquettaire quand la sténose est significative. Et on ne va se poser la question de la dilatation que dans certains cas très spécifiques. Quels sont ces cas spécifiques? Quand il y a des OAP flash, quand il y a une dégradation de la fonction rénale sous IEC ARA2, on va avoir tendance à les dilater. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de leur donner des IEC et des ARA2. Donc si on se dit on les a donnés, ils ont dégradé, on a arrêté, ça va mieux, en fait on les dilate ces gens-là. Quand il y a une dégradation de la fonction rénale qu'on ne comprend pas par d'autres causes et qu'il y a une sténose connue, on a tendance également à les dilater. Et quand il y a une hypertension artérielle résistante. Et puis de l'autre côté, il y a la dysplasie fibromusculaire. Globalement, on estime que la prévalence de l'athérome, c'est 90%, la prévalence de la dysplasie, c'est 10%. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes prévalences, c'est beaucoup plus rare. C'est des maladies souvent qui touchent les femmes. Il y a 80% de femmes dans la dysplasie fibromusculaire. On n'a pas d'explication physiopathologique très précise du pourquoi. Le diagnostic, attention, il ne se fait pas sur un Doppler, il se fait sur un scanner, parce que souvent, ce sont des atteintes qui sont très distales, en fait, qui sont vraiment le long de l'artère rénale et qui ne sont pas proches de l'ostium. Et donc, ce n'est pas facile de les voir en Doppler, même souvent, on n'arrive pas à les voir. Et puis, il faut retenir que c'est une maladie artérielle, c'est une maladie artérielle diffuse. Il y a des études sur des artères radiales qui ont montré qu'il y avait une atteinte. Nous, en atteinte clinique, ils vont avoir des atteintes au niveau des artères rénales, ils vont avoir des atteintes au niveau des troncs supraortiques, ils vont avoir des anévrismes cérébraux. Donc, du coup, c'est des patients qui, au départ, doivent avoir un bilan complet avec, effectivement, une évaluation scanographique complète. Et puis, c'est des patients qu'on va dilater beaucoup plus souvent. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus jeunes, parce qu'on a espoir de les guérir. Et pour le coup, on ne met jamais de stent. Si je passe maintenant aux hypertensions artérielles endocrines, les phéochromocytomes et les paragangliomes, donc des tumeurs qui se développent aux dépens des ganglions sympathiques. La particularité, c'est la production de catécholamines, d'adrénaline et d'adrénaline qui vont nous donner une hypertension artérielle. On veut les diagnostiquer, même si c'est rare. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des formes métastatiques, et puis ensuite parce que tous les patients ont un risque de ce qu'on appelle l'orage adrénergique, c'est-à-dire que globalement, ils ont des grosses concentrations de noradrénaline, ce qui va pouvoir générer des vasoconstrictions d'à peu près toutes les artères qu'on connaît. Donc, ils vont faire des AVC, ils vont faire des infarctus, ils vont faire des infarctus rénaux, ils vont faire des infarctus spléniques, et donc, du coup, on a besoin d'avoir un diagnostic. Ils vont faire des poussées hypertensives avec des AVC hémorragiques, ils vont faire des troubles du rythme cardiaque, et puis ils vont faire, c'est le plus fréquent, des cardiopathies adrénergiques, le Takotsubo, où du coup il va y avoir des insuffisances cardiaques très globales avec des arrêts cardiaques. Donc même si c'est rare, on a besoin de poser le diagnostic, et on sait qu'il y a environ 10 à 15% des patients qui vont faire ces complications. Quand est-ce qu'on se pose la question? Quand il y a une hypertension artérielle avec des symptômes. Quels symptômes? Du coup, les malaises avec pâleur, sueur, palpitation, le fait que les patients aient des tremblements, des nausées, le fait qu'il y ait un index de masse corporelle qui soit bas. Et puis, quand on a une association HTA diabète chez des sujets jeunes, on a tendance à se poser la question. Finalement, pour vous, néphrologues, la question, c'est pas vraiment de diagnostiquer un phéochromocytome, c'est de l'éliminer, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on va l'éliminer? On va faire un dosage de méthanéphrine, urinaire ou plasmatique. Chez les patients insuffisants rénaux, on ne fera pas d'urinaire, on fera que des plasmatiques parce qu'on ne peut pas interpréter les urinaires quand ils sont très insuffisants rénaux. Donc ça va être effectivement une prise de sang ou un recueil urinaire. Malheureusement, on a besoin des 24 heures. Il n'y a pas besoin de régime spécifique et on ne dose pas les catécholamines. En fait, on dose les méthanéphrines parce que c'est beaucoup plus stable, parce que la demi-vie est beaucoup plus longue et donc du coup, c'est beaucoup plus facile de poser un diagnostic. On le fait une fois, on n'a pas besoin de le faire plusieurs fois. Et plus les patients ont des symptômes, plus les taux sont élevés, 10 fois, 15 fois, 20 fois la normale. Donc finalement, un patient qui est très symptomatique et qui a des dosages qui sont normaux ou qui sont à 1,2 fois la normale n'a pas de phéochromocytome. C'est pas la peine de faire d'autres explorations avec une prise de sang ou un recueil urinaire de 24 heures s'ils ne sont pas trop insuffisants rénaux, on l'a éliminé. L'hypercortisolisme, on se pose la question sur l'atteinte clinique et sur l'hypokaliémie, sur les signes qui vont un peu nous aider, parce que effectivement, avoir une obésité avec une répartition facio-tronculaire des graisses, c'est classique. C'est la myotrophie des membres inférieurs, ça va nous aider, les vergetures pourpres, et puis les dysménorrhées chez les femmes qui sont en âge de procréer. Pareil, l'enjeu, ça va être de l'éliminer. Comment est-ce qu'on l'élimine? Les meilleurs moyens, c'est de faire le test à la dexaméthasone, le test de freinage minute. On va donner 1 mg de dexaméthasone à minuit. On va demander au patient de faire une prise de sang le lendemain matin à 8 heures.
On peut également doser le cortisol urinaire des 24 heures. L'intérêt de doser le cortisol urinaire des 24 heures, c'est qu'on peut le faire en même temps que le dosage de méthanéphrine. Ce qui ne sert à rien, c'est doser le cortisol à 8 heures le matin. Ça sert à rien, on ne sait pas l'interpréter. Il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas sous corticoïdes. On ne peut pas faire les urines et le test de freinage en même temps, ça va fausser. Et puis finalement, si on a un freinage minute et une cortisolurie qui sont normaux, on l'a éliminé. Si c'est pas normal, on va réorienter les patients. Et enfin, l'hyperaldostéronisme primaire. Là, pour le coup, on rentre dans de la maladie fréquente. On sait que c'est au moins 6% de la population hypertendue. On sait que pour autant, c'est très peu diagnostiqué. Il y a des études qui montrent maintenant qu'on diagnostique moins de 5% des patients et qu'on le recherche dans moins de 2% des cas chez les patients chez lesquels on veut le diagnostiquer. Ça pose la question effectivement de est-ce qu'il faut le rechercher chez tout le monde ou est-ce qu'il faut se concentrer sur certains patients? Et puis ça pose aussi la question de comment on le recherche. On veut le diagnostiquer parce que ça va nous aider à traiter les patients, parce que vraiment on considère que c'est un risque cardiovasculaire propre. Donc il y a plein d'études maintenant qui montrent que si on prend des patients qui ont une hypertension artérielle essentielle et des patients qui ont un hyperaldostéronisme primaire, même niveau de pression artérielle, même âge, même BMI, même durée de pression artérielle, les patients avec hyperaldo font beaucoup plus de complications cardiovasculaires, donc on veut les traiter. On peut en guérir 1 sur 2 dans les patients qu'on va opérer, et puis on a une amélioration de la pression artérielle dans 80% des cas. Alors, est-ce qu'on a besoin d'arrêter les médicaments pour faire les dosages? C'est une bonne question, c'est une question d'actualité. Il y a des recommandations internationales qui vont sortir cet été. En fait, on n'a pas de bonne réponse à ça. Donc les Anglais, maintenant, ils disent, en fait, ça va dépendre si on y croit vraiment ou pas. Si on y croit vraiment, on a intérêt à arrêter les médicaments. Si on n'y croit pas et qu'on fait un screening systématique, peut-être qu'on peut le faire sous médicaments. Et il y a plein d'études qui montrent que finalement, en changeant les rapports, en changeant les cut-off diagnostiques, on peut y arriver si on ne prend pas de médicaments qui interfèrent. Il y a une étude récente qui a été publiée qui est intéressante, où en fait, c'est une cohorte allemande avec des patients également de Pologne et des Pays-Bas. Il y a 700 patients. Et en fait, ils ont tous eu un dosage avant qu'on arrête les médicaments et après avoir arrêté les médicaments. Et ils ont regardé l'impact des médicaments chez les patients qui avaient un seul traitement qui pouvait interférer. En termes d'effectifs, du coup, ça ne fait pas beaucoup de patients à chaque fois. Ça fait, là, vous voyez, 18 avec une hypertension essentielle, 20 avec un hyperaldo, 28, 10, 27, 6, etc. Et ils ont montré comment ça a évolué. Donc, je vous ai mis en rouge quand ça augmente, en vert quand ça diminue, et les pourcentages. Globalement, quand même, ça va avoir tendance à modifier nos concentrations d'aldo, nos concentrations de rénine et nos concentrations de rapport aldostérone sur rénine. Résultat des courses, ça paraît quand même pas si simple à interpréter. Et alors surtout, sous un médicament, on peut raisonner, mais alors quand les patients prennent différents médicaments, en fait, le problème, c'est qu'on ne va pas connaître les cut-offs. On ne va pas savoir dire quel cut-off utiliser si on arrête les médicaments. Et donc c'est pour ça qu'on se dit qu'en routine clinique, chez des patients qui ont un vrai bénéfice au diagnostic, ça vaut probablement le coup d'arrêter. Si on le fait chez tout le monde en se disant dans le lot, la majorité des gens vont pas avoir de bénéfice au diagnostic, alors effectivement, il faut peut-être le faire comme ça à la volée, sans se poser de questions. Pardon. Alors si on arrête les médicaments, comment est-ce qu'on fait ça? Donc en fait, on veut faire les prélèvements le matin, à jeun. Les patients doivent être assis depuis au moins 15 minutes. On leur demande d'avoir une consommation de sel classique, donc on les restreint pas en sel. On leur donne du potassium s'il y a besoin, et on va leur faire arrêter les médicaments qui interfèrent pendant 6 semaines pour les bloqueurs du récepteur minéralocorticoïde, pendant 15 jours pour les IEC ARA2 diurétiques, les dihydropyridines et les bêta-bloquants. Ensuite, on va continuer nos explorations, on va faire un scanner. Si on veut se poser la question d'opérer, on va avoir tendance à faire un cathétérisme des veines surrénales, et puis après, on les traite médicalement. Ceux qu'on peut opérer sans cathétérisme des veines surrénales, c'est les patients de moins de 35 ans qui ont un nodule unique. Ceux-là, on peut les opérer parce qu'en fait, c'est rare d'avoir un nodule unique avec un hyperaldo primaire chez des gens jeunes. Évidemment, quand on est plus âgé, ça devient beaucoup plus fréquent. Est-ce que ça bouge un peu? Ça bouge sur le cathétérisme. Maintenant, on a des nouveaux traceurs de TEP. On a la TEP méthomidate, qui là est présentée dans cette étude-là, qui montre des résultats à peu près similaires au cathé des veines surrénales. On a un autre traceur qui s'appelle le CXR4, et donc on pense que dans les années à venir, en fait, il y aura certains patients qui n'auront pas besoin du cathétérisme, on pourra leur faire une TEP, ce qui nous permettra d'éviter le cathétérisme dans certains cas, et d'autres patients chez lesquels il faudra faire le cathétérisme. En termes de traitement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait le seul moyen de normaliser les concentrations d'aldostérone, ça va être d'opérer les patients. C'est plus le cas maintenant puisqu'on a l'arrivée des aldostérone synthase inhibiteurs, donc le Baxdrostat, le Lorundrostat, qui ont montré dans les études qu'ils diminuent considérablement les concentrations d'aldostérone. Il y a une grande étude dans l'hyperaldo primaire internationale qui va démarrer là cet été.
Et donc probablement qu'effectivement, dans les années qui viennent, on pourra traiter les patients comme ça. Sinon, on bloque le récepteur, la spironolactone, l'éplérénone. Sinon, on donne de l'amyloride pour bloquer ENaC et pour réguler le potassium. Et puis ensuite, on va avoir tendance à leur donner des diurétiques et des inhibiteurs calciques. Pour conclure, si je n'ai pas de point d'appel, qu'est-ce que je vais faire? Pour rechercher une cause rénovasculaire, donc je vous laisse la fonction rénale, l'hématurie, la protéinurie, je vais faire en fait soit un échodoppler si je cherche une cynose athéromateuse, soit un angioscanner si je cherche une dysplasie fibromusculaire. Pour les causes endocrines, pour le Cushing, je vais faire une cortisolurie des 24 heures et un freinage minute. Pour le phéochromostome, je vais faire un dosage de méthanéphrine. Classiquement, on dit soit urinaire, soit plasmatique. Chez vous, s'ils sont très insuffisants rénaux, on va avoir tendance à dire plutôt plasmatique. Et pour l'hyperaldostéronisme primaire, on va faire des dosages de réninaldostérone. On regarde également l'aldostéronurie. Si on a tout ça qui est normal, on va avoir considéré qu'on a éliminé les causes d'hypertension artérielle secondaire et on va continuer. Si on a une anomalie, on réadresse les patients. Je vous ai mis un exemple d'ordonnance de traitement neutre qu'on peut prendre à ces moments-là, les médicaments qu'on peut prescrire. Et puis, je vous ai également mis l'ordonnance pour faire ces dosages. Par exemple, on a besoin du potassium, on a besoin de la natriurèse, on a besoin de faire nos dosages de réninaldo, la prescription du freinage. Je vous remercie pour votre attention.